La protection des droits de l'homme repose sur l'engagement responsable des défenseurs et l'obligation irrévocable des agents de l'État à garantir tous les droits fondamentaux. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la RTCE, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission DH à la portée de tous, une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, diffusée chaque lundi à 17 h et rediffusée chaque vendredi à 17 h, présentée par le vôtre Olivier Ochoudi, les défenseurs des opprimés. Et aujourd'hui, je ne partage pas ce plateau seul. Je suis à côté d'un géant, Maître Jean-Luc Kalala Yamba. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat et coordonnateur de l'ONG Action pour le développement et la promotion, ADIDH, si je ne me trompe pas. C'est bien dit, monsieur les journalistes. Alors, sans beaucoup plus tarder, Maître, nous allons partager certaines questions d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Il s'agit en premier de l'enregistrement appelé par la CNDH, Maître Luco Kalala. Que dites-vous de cet enregistrement? Parce que la CNDH fait appel à tous les défenseurs des droits de l'homme à aller s'enregistrer auprès d'eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est vrai que c'est depuis le 10 août 2025 dernier que nous avons tous lu dans les réseaux sociaux, des fois comme tout le monde, que la CNDH avait lancé une opération d'enregistrer tous les défenseurs des droits de l'homme et les ONG. Alors, c'est face à cette décision, nous nous sommes dit, mais quelque part, la CNDH a tendance à vouloir statuer ultra petita, c'est-à-dire aller au-delà de ce que la loi lui assigne, parce que pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, la CNDH est une institution d'appui à la démocratie qui a été instituée par une loi avec des objectifs bien assignés. Alors, lancer un communiqué de ce genre, c'est-à-dire aller dans le sens d'enregistrer toutes les ONG telles que c'est décrit, telles que nous voyons dans les libellés de ces communiqués, pose un problème. Parce qu'il y a une loi sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été publiée récemment. Alors, lorsque vous passez en revue cette loi, c'est la loi du 15 juin 2023, la loi numéro 23/027, relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Lorsque vous passez en revue cette loi, à son article 7, il est expressis verbis dit. Nous sommes à l'article 7. Je peux aussi faire connaissance. Voilà, l'article 7 de la loi. Le défenseur des droits de l'homme a le devoir de respecter la Constitution, les conventions régionales et internationales, ainsi que les lois et règlements en vigueur. Il exerce ses droits et libertés en toute responsabilité, neutralité et impartialité, dans le respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'intérêt général. Pour des raisons de fiabilité, le défenseur des droits de l'homme qui exerce en dehors d'une association légalement constituée s'enregistre sans frais auprès de la Commission nationale des droits de l'homme en vue d'obtenir un numéro national d'identification. Monsieur les journalistes, vous comprendrez qu'il y a un problème. La personne qui est censée, ou le défenseur des droits de l'homme dont on fait allusion à cet article, c'est celui qui travaille d'une manière individuelle. Pour ce faire, je voudrais rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Qui est défenseur des droits de l'homme? Là, vous revenez à l'article D. À l'article D. Et cet article a été copié, ou alors c'est une continuité de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme de 1998.
Voilà. Alors là, on a repris la définition de la Déclaration des Nations Unies de 1998. C'est ce qui est repris à l'article 2. Lorsque vous prenez l'article 2, alinéa 4, qui est défenseur des droits de l'homme? On dit toute personne individuellement ou en association avec d'autres qui travaillent pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc, le défenseur des droits de l'homme peut travailler en association. Je suis responsable d'une association. Vous l'avez si bien dit tantôt. Action pour le développement intégré et la promotion des droits de l'homme. Nous avons des membres. Là, nous travaillons en association. Et on a des documents, nous nous sommes enregistrés, on a la personnalité juridique et consort. Mais les défenseurs des droits de l'homme qui doit se faire enregistrer au regard de l'article 7, c'est celui qui travaille seul. Parce qu'une personne peut être un défenseur des droits de l'homme. C'est-à-dire, il travaille, il est là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est cette personne qui travaille, qui n'est pas en association, qui est censée s'enregistrer auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais que la Commission demande aux ONG de venir et de brandir, là il y a un problème. Nous disons que la Commission nationale des droits de l'homme est en train de vouloir statuer ultra petita. Elle veut aller au-delà des prérogatives qui sont assignées par la loi ou au regard de cette disposition de la loi. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas nécessaire. Nous demandons à la Commission nationale des droits de l'homme, qui reste, c'est un partenaire, de cesser avec cette démarche qui n'aboutira pas. Parce que ce sont les défenseurs de l'homme à titre individuel, exerçant à titre individuel, qui ont censé le faire. Vous verrez même lorsque vous prenez l'article 11. Maître, si je lis le point C de l'article 2, on dit « Toute institution ou tout organisme légalement constitué qui travaille pour la promotion des droits de l'homme ». Alors que la CNDH appelle les défenseurs des droits de l'homme, comme vous le dites, vous dites que la CNDH appelle les défenseurs qui travaillent seuls. C'est ce que vous dites. Je voudrais dire qu'au regard du communiqué, la CNDH invite les défenseurs des droits de l'homme. Mais nous voulons que éclairer les choses, voilà, que la CNDH, voilà, la définition. Voilà, il faudra que la CNDH précise bien des choses. Les personnes qui sont censées, les défenseurs des droits de l'homme qui sont censés passer là-bas pour se faire enregistrer, c'est ceux qui travaillent d'une manière individuelle. Pas les ONG que nous sommes. Vous déplorez le fait que la CNDH appelle les ONG constituées. Constituées, non? Okay. Parce que la loi est claire. La loi voudra que ce soit un défenseur des droits de l'homme qui exerce d'une manière individuelle. Parce que je l'ai dit, hein, au regard des instituts, de l'instrument que je venais de développer. Et quels sont les défis, maître? Mais les défis sont tels que là, on comprend que la CNDH voudra restreindre la liberté des défenseurs des droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. Comme qui veut contrôler. Contrôler, avoir une mainmise voilà, des ONG, avoir une mainmise. Voilà. Et là, nous comprenons que la CNDH est en train d'aller au regard, en fait, au-delà de ses prérogatives. La CNDH est en train de vouloir nager contre le courant, contre les principes de Paris, contre même les lois ou la loi qu'il a instituée comme institution. Donc, ce que nous voulons, c'est que la CNDH, parce que l'exercice de cette profession de défenseur des droits de l'homme, c'est un exercice basé sur la liberté. Là, j'évoque l'article 37 de la Constitution. Lorsque vous prenez l'article 37 de notre Constitution, la Constitution du 18 février 2006, il est dit clairement que les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral, spirituel des populations et l'éducation des citoyennes et des citoyens. Donc cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention, tout ça, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. Ça veut dire la profession de défenseur des droits de l'homme
a comme clé de voûte la liberté. Et je peux lire même l'alinéa 5, qui est le dernier de l'article 7, on dit « Toutefois, les défenseurs des droits de l'homme restent indépendants vis-à-vis de la Commission nationale des droits de l'homme dans l'exercice de ses activités. » Voilà. Et par là, en appelant les défenseurs des droits de l'homme à venir s'enregistrer, je comprends que la CNDH veut contrôler les activités, avoir une mainmise sur les activités des défenseurs des droits de l'homme. Et quel est votre plaidoyer? Le plaidoyer, c'est clair. De ça, la loi est claire. La CNDH doit cesser cette démarche. Cette démarche est en train de restreindre la liberté des défenseurs des droits de l'homme. La CNDH comme partenaire, comme une institution des droits de l'homme, doit cesser. C'est une démarche à décourager. Voilà, nous demandons à ce que la CNDH soit claire, c'est-à-dire ce sont des défenseurs des droits de l'homme exerçant à titre individuel qui peuvent passer, s'enregistrer, mais il faudra que la CNDH cesse cette démarche d'inviter les ONG, de produire les rapports, parce que la loi ne lui permet pas de faire ça, et ça sera nager contre courant, et puis ça va restreindre. Voilà, c'est le plaidoyer de Maître Luc Kalalayamba, avocat et coordonnateur de l'ONG Action pour le développement de la promotion des droits des défenseurs des droits de l'homme. Alors, nous demandons à toutes les autorités de la République démocratique du Congo, notamment à toutes les responsabilités ou encore au numéro 1 et au ministre, voire même ministre des droits humains, de pouvoir voir de loin cette démarche de la CNDH qui veut à toute indépendance ou à toute dépendance, je ne sais pas comment, violer cette disposition de l'article 7 qui veut voir les défenseurs des droits de l'homme travailler en toute indépendance et en toute discrétion. Alors nous passons à la deuxième question, encore au deuxième point de l'actualité. Maître Luc, on parle alors de la peine de mort. Avant de passer, vous êtes rétentionniste ou abolitionniste? Je suis rétentionniste. Vous êtes rétentionniste, c'est-à-dire que vous êtes pour cette rétention de la peine de mort. Alors avant de passer à l'analyse, Maître Jean-Luc, je vais demander à la technique de pouvoir balancer un élément que nous allons commenter. TH à la portée de tous. Plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, le monde vibre sous le rythme de l'abolition universelle de la peine de mort. Son Excellence, M. Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a dit que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'oppose depuis longtemps à la peine de mort et collabore avec les États et les institutions pour l'abolition, ou tout au moins pour décréter des moratoires sur son application. Nous l'espérons pour la RDC que les choses vont aussi évoluer vers l'abolition de la peine de mort. Pourquoi comptons-nous sur la République démocratique du Congo? Commençons par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu nommer Excellence, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Guillaume Nguefa, un ancien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, MINUSMA, comme le responsable de la justice et des réformes dans ce domaine. Nous espérons aujourd'hui que la République démocratique du Congo, qui a déjà évolué avec sa constitution du 18 février 2006, et quelques lois qui ont suivi, notamment la loi sur les violences sexuelles, la loi sur la protection de l'enfant et autres lois, nous avons déjà été orientés vers l'abolition de la peine de mort. Nous nous rappelons ici de la déclaration de professeur Mbata qui a dit
entre les lignes, on ne peut pas combattre la barbarie par la barbarie. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un combat de religion, un combat de philosophie, un combat de la morale, mais nous avons un problème constitutionnel. C'est-à-dire, notre Constitution, à l'article 61, dispose très clairement que, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. 1. Le droit à la vie. Et donc, comme l'article 16 de la Constitution dit que la vie est sacrée, nous espérons qu'avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, il va mettre le pays sur le chemin de l'abolition de la peine de mort. Et la levée de moratoire sur l'exécution de la peine de mort mérite bien une autre action, quelles que soient les voix qui s'élèvent pour la rétention. Nous pensons que la raison et le bien pour la société, conformément même à la Constitution, conformément même aux conventions internationales, priment et que notre pays est sur le bon chemin. C'était Maître Henri Wemboloa Ochodikenge. Merci pour ce DH. À la portée de tous, Shots à UDEF. Merci. Maître Luco, la RDC maintient la peine de mort dans son système juridique, mais elle est sous moratoire depuis 2003, si je ne me trompe pas. Cela signifie que les condamnations à mort continuent, mais les exécutions ne sont plus, ne sont plus officielles, comme je peux le dire. Malgré ces moratoires, les tribunaux congolais prononcent encore des sentences de mort. Plusieurs fois, on vient de voir une réquisition dans les procès anciens présidents et hommes d'État Joseph Kabila, les ONG des défenses des droits de l'homme qui dénoncent et voire même critiquer cette façon de donner de prononcer ou encore de donner des sentences à l'égard des Congolais. Et vous, en tant que défenseur et avocat des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. J'ai dit tantôt que j'étais rétentionniste, mais je voudrais quand même basculer vers mes amis abolitionnistes pour dire que la vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Il n'y a que seul Dieu qui donne la vie. Parce que parmi nous ici, que ce soit les autorités, je ne sais pas à quelque niveau que ce soit, personne ne connaît comment la vie d'une personne est faite. Donc il n'y a que seul Dieu qui donne la vie et qui peut être en mesure de pouvoir l'ôter. Mais un être humain ne peut pas supprimer la vie d'un autre. Voilà pourquoi c'est vrai que nous sommes sous le moratoire, mais notre plaidoyer consiste en ce qu'on puisse réellement arriver à enlever la peine de mort de notre code pénal. C'est pour permettre à ce que la vie d'une personne qui est sacrée soit respectée. C'est vrai, nous sommes dans un pays où qui traverse des périodes très difficiles, notamment il y a la guerre dans la partie est de notre pays. Il y a beaucoup de traîtrises, il y a beaucoup de bévues qui nécessitent... Avant peut-être que vous ne puissiez continuer, maître, vous ne comprenez pas que vous êtes un peu dans une petite... je ne sais pas si pas erreur comment je peux l'appeler, rétentionniste et abolitionniste. Et quand j'évoque ces notions ou ces concepts, rétentionniste, c'est quelqu'un qui retient cette peine de mort, oui. Et abolitionniste, c'est quelqu'un qui veut à tout prix qu'on puisse enlever. Je l'ai dit. Vous êtes abolitionniste et non le contraire. Je l'ai dit tantôt. Comme défenseur des droits de l'homme, je préfère rejoindre les camps de mes amis abolitionnistes. Okay. C'est pour des raisons que je venais d'évoquer tantôt. Parce que la vie humaine est sacrée. Donc un être humain, comme vous et moi, personne ne peut ordonner que la vie d'un autre être humain soit supprimée.
Voilà, c'est pour ces raisons-là que je vous dis, j'ai rejoint les camps de mes amis abolitionnistes. Mais j'étais d'avis, vu les contextes actuels de notre pays, je soutenais dans un premier temps qu'on puisse retenir la peine de mort comme une arme de dissuasion. Mais au regard de la situation, au regard des instruments internationaux, il est pertinemment important que la peine de mort soit extirpée de nos codes, de notre code pénal, afin que la vie humaine qui est sacrée soit protégée. Alors, chères autorités, malgré les moratoires depuis 2023, conformément au plaidoyer de l'AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, plaide pour l'abolition définitive de la peine de mort de nos lois, de notre système juridique. C'est-à-dire que la vie humaine est sacrée. Aucun être humain ne peut se prévaloir le droit de supprimer la vie d'un quelconque individu que soit, quelles que soient les raisons, parce que c'est la vie humaine et c'est le fondamental. La vie humaine fait partie des fondamentaux et c'est pourquoi tous les jours, les défenseurs des droits de l'homme, les ONG, les institutions prônent et travaillent pour l'abolition de la peine de mort. Merci beaucoup, Maître Jean-Luc, d'avoir rejoint les camps. Et vous êtes avocat et je sais, un grand défenseur des droits de l'homme. Je sais que vous n'avez qu'à rejoindre. Et puis, le troisième point de notre actualité, 606 agents de la CNDH, 306. Il paraît, je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, bon, je ne sais pas si c'est vous qui allez confirmer ou pas parce que vous êtes mieux informé que moi, je pense parce que vous êtes spécialiste de la défense des droits de l'homme. Alors, 306 agents de la CNDH ont été licenciés abusivement de la CNDH. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. C'est une question très importante et qui tombe à point nommé. Il y a 2 ans passés, jour pour jour, où la CNDH a procédé d'une manière abusive à licencier 306 agents. En fait, agents et cadres, bien sûr, juste par une simple note balancée dans les réseaux sociaux. Ça, c'est inadmissible. Ça ne peut pas passer sans raison, parce qu'il s'agit d'une institution nationale des droits de l'homme. Elle qui est censée protéger. Parce que le droit au travail est un droit de l'homme. Parmi les 5 droits de l'homme les plus importants, il y a le droit au travail. On commence par la vie, le droit à l'éducation, à un logement et à un travail décent. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans travailler. Mais ce droit a été massivement violé par l'institution qui est censée protéger les droits de l'homme. On a limogé ces 306 personnes, cadres et agents, sur base d'une simple note lancée dans le groupe. Et ça a eu des répercussions sur même les fonctionnements de la Commission nationale des droits de l'homme. Messieurs les journalistes, la RDC, c'est un pays continent, c'est un vaste pays. La Commission nationale des droits de l'homme est censée se retrouver dans toutes les provinces, les territoires, voire même les secteurs. Mais la CNDH, sans respecter même l'échelle des sanctions, parce que tous ces cadres et agents ont été engagés sur titre, ont été engagés individuellement. Chacun a été engagé à son temps, moyennant un concours, il a présenté son titre, et il a été engagé moyennant une notification. C'était toute une procédure administrative qui était respectée. Et dans les us et coutumes, lorsque des gens sont recrutés de cette façon, lorsqu'il faut les licencier, il y a quand même des critères, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire, chacun étant engagé individuellement, il faudra, parce que les règlements d'ordre d'intérêt de la CNDH le prévoient, il y a l'échelle des sanctions. On appelle la personne, vous avez commis ça, pour quel motif? La personne doit se justifier. Messieurs les journalistes, et ça je l'ai dit à l'intention de nos téléspectateurs, c'est de même lorsqu'il s'agit du code du travail. La loi, même la Constitution, voudra qu'on ne peut jamais condamner une personne sans avoir
sans lui donner le temps qu'il présente les moyens de défense. Et ce principe doit être respecté à tous les niveaux que ce soit, même au niveau du travail. C'est comme ça qu'au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, ces gens étant régulièrement recrutés, la procédure voudra que chacun soit entendu. Que la CNDH puisse dire, en fait, préciser les motifs pour lesquels la personne doit être limogée. Mais vous, là, vous avez commis ça, voilà les chefs de sanctions, et vous êtes limogé. Mais cela n'a jamais été respecté. C'est d'une manière globale, là. On prend des gens, d'une manière globale. 306, on écrit une lettre, on lance dans les réseaux sociaux, on ferme les grilles, on dit voilà, désormais vous n'accédez pas dans l'enceinte de la commission et votre travail a pris fin. Ces gens étaient régulièrement payés. Ce n'était pas que c'était des nouvelles unités, c'était des gens payés et c'était au courant d'une année, d'une session budgétaire, les salaires étaient déjà prévus, mais nous nous demandons, ces gens qui ont été limogés, oui. Mais l'argent est parti où? Parce que l'argent était déjà prévu. L'État congolais avait déjà prévu une ligne budgétaire pour le salaire de ces agents. Cet argent a été détourné. Et puis, ces 306 cadres et agents qui ont été limogés, pour quel motif? Voilà pourquoi nous disons que la CNDH doit rectifier les tirs, surtout par rapport à ça, parce que ça va rester dans les annales de la Commission nationale des droits de l'homme à travers le monde, qui a eu une commission des droits de l'homme en RDC, qui a procédé elle-même, qui est censée protéger les droits au travail, mais elle-même a procédé par une violation massive en limogeant 306 de ses agents et cadres sans motif valable, sans respecter la procédure, ce qui est indigne pour une commission nationale des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous disons qu'il est vraiment impérieux. Ce n'est pas encore tard. La CNDH peut se rattraper pour relever les défis et enlever cette goutte d'indignité qui pèse sur une institution nationale des droits de l'homme. Cela étant dit, je reviendrai à la prochaine émission avec toutes les analyses possibles sur le licenciement de ces 300 ici agents de la CNDH. Et je pense parce que nous courons derrière les temps, je dois prendre assez de temps pour m'en informer. Et je pense que cette manière viole intentionnellement le règlement, voire même les lois de notre pays. Maître Jean-Luc, nous allons passer à notre thème du jour. Ceci étant dit, les devoirs des défenseurs des droits de l'homme et obligations des agents de l'État dans le respect et la promotion des droits de l'homme. Et nous courons directement à la première question. Quels sont les principaux devoirs des défenseurs des droits de l'homme dans l'exercice de leur mission? Les devoirs, on parle des défenseurs des droits de l'homme, mais quels sont les devoirs de ces derniers? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. La profession des droits de l'homme, je voudrais préciser à l'intention de nos téléspectateurs que l'exercice de protéger et de promouvoir les droits de l'homme a été codifié, a été érigé, si je peux le dire ainsi, en une profession. C'est une profession. C'est lui qui est un défenseur des droits de l'homme, exerce une profession. Lorsqu'il protège, il fait la promotion des droits de l'homme. Alors, cette profession, comme toute profession, doit avoir quand même des devoirs. Il y a des devoirs, notamment comment on doit se comporter, parce qu'on ne peut pas embrasser une carrière sans savoir quelle est l'éthique, quelle est la déontologie, quels sont les devoirs même par rapport à cette profession. Voilà. Lorsque nous passons en revue la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, à son article 7, nous avons lu. Le défenseur des droits de l'homme a le devoir de respecter la Constitution. Un défenseur des droits de l'homme ne doit pas être un rebelle. Un défenseur des droits de l'homme est apolitique. Il doit respecter toutes les lois. Voilà, un défenseur des droits de l'homme, c'est un homme qui incarne certaines valeurs. Parce que les droits de l'homme en soi, monsieur le journaliste, ce sont des valeurs. Absolument. Ce sont des valeurs imposables à tout le monde. Je vais ajouter pour dire que même pour évaluer un pays en termes de démocratie, en termes de développement, l'échelle, les thermomètres, c'est
le respect des droits de l'homme. Or, ce respect des droits de l'homme ne passe que par les défenseurs des droits de l'homme. Voilà. C'est comme ça qu'on dit qu'il est obligé, il est obligatoire qu'un défenseur des droits de l'homme doit d'abord respecter la constitution du pays, qui est la loi mère de notre pays, les conventions régionales et internationales, ainsi que les lois et règlements en vigueur. C'est-à-dire, un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un, il ne peut pas être un hors-la-loi. Il ne peut pas être un rebelle, comme je l'ai dit tantôt. Quelqu'un qui tape les gens à but. Voilà. Un défenseur des droits de l'homme est apolitique. C'est un homme qui incarne des valeurs, la moralité, la probité, la dignité, parce qu'il est là que pour alerter sur des violations potentielles des droits de l'homme. Alors, c'est comme ça que la loi impose, il a le devoir de respecter la Constitution. Là, c'est d'une manière générale. Parce que quand on respecte la Constitution et toutes les lois de la République... Et maître, avant que vous ne continuiez avec le système actuel de notre pays, un défenseur des droits de l'homme semble être considéré comme un opposant au regard de l'État ou encore de ses agents. Ça, c'est une erreur. C'est peut-être une ignorance. Voilà pourquoi on est là, nous autres, c'est pour vulgariser cette loi d'ailleurs, qui est méconnue du public. Vous comprenez, un défenseur des droits de l'homme ne doit pas être considéré comme un opposant. J'ai lu la Constitution, article 37, je n'ai pas encore revenu sur ça. L'article 37 dit expressis verbis, l'État congolais collabore avec les associations. C'est-à-dire quoi? Un défenseur des droits de l'homme, c'est on l'appelle un chien de chasse de la démocratie. L'État ne peut pas se retrouver partout. L'État ne peut pas avoir les moyens de faire tout à la fois. Ce que nous faisons, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous aidons l'État là où il ne pouvait pas. Ce qu'il ne pouvait pas peut-être faire, nous l'aidons. Mais ce que nous faisons, c'est conformément à la loi. Mais qui nous donne la personnalité juridique? Mais c'est l'État congolais. Et ce que nous faisons là, nous ne faisons que relayer le travail que l'État pouvait faire à travers ses agents, mais n'étant pas partout. Hein, nous aidons l'État à pouvoir relever certains points et entrer aux violations des droits de l'homme. Donc voilà, par rapport au devoir, c'est ce que j'ai dit. Par rapport à la question que vous avez posée, c'est ça, les communs des mortels, des agents qui ne comprennent pas très bien les choses, considèrent un défenseur des droits de l'homme comme un opposant. Mais non, le premier partenaire d'un défenseur des droits de l'homme, c'est l'État congolais. Donc nous sommes obligés, un défenseur des droits de l'homme est obligé de travailler en étroite collaboration avec l'État, conformément à l'article 37 de notre Constitution du 18 février 2006. Par conséquent, maître, quels sont les risques concourus lorsqu'un défenseur des droits de l'homme ne respecte pas ses devoirs? Là, les risques sont énormes, messieurs les journalistes, parce que lorsque un défenseur des droits de l'homme ne respecte pas ses devoirs, lui-même sera arrêté, il va se retrouver un jour en prison. Parce qu'il n'est pas dit, parce que vous êtes défenseur des droits de l'homme et que vous êtes en train d'enfreindre la loi, on ne va pas vous laisser. Donc la conséquence logique, c'est que quand vous vous comportez comme un hors-la-loi, l'État comme puissance publique, à travers la loi, on vous récupère. Voilà pourquoi il est demandé à un défenseur des droits de l'homme, comme devoir principal, de respecter la Constitution et les lois de la République. Parce qu'un défenseur des droits de l'homme, ce n'est pas un électron libre ou quelqu'un qui agirait en dehors de l'État. Il doit se conformer aux us, il doit se conformer à la bonne mœurs, il doit se conformer aux lois de la République. La conséquence logique, c'est que si vous n'exercez pas correctement, dans la légitimité, votre profession de défenseur des droits de l'homme, vous allez vous retrouver en prison. Et il y a une autre conséquence la plus fâcheuse, c'est peut-être la mort. Parce que vous allez vous retrouver la tête amputée, tout ça. Alors voilà pourquoi il est essentiellement important qu'un défenseur des droits de l'homme reste dans les fourchettes, dans les limites précises de sa profession, tout en respectant le devoir qui lui sont imposés par la loi. Maître, moi je pense que la neutralité et le respect de la loi fait partie du devoir fondamental d'un défenseur des droits de l'homme. Si vous le pensez avec moi, pouvez-vous dire un mot? Mais c'est ça, parce que je l'ai dit peut-être en d'autres termes. Un défenseur des droits de l'homme, en quelque sorte, c'est
un lanceur d'alerte, par exemple, quand même un lanceur d'alerte fait partie des défenseurs des droits de l'homme. Mais lorsque vous avez une situation, un cas de violation des droits de l'homme, et que vous-même, comme défenseur des droits de l'homme, vous ne pouvez pas rester transmettre ou alors dénoncer les cas tels que vous l'avez vu, vous sombrez dans l'impartialité et par conséquent, vous n'êtes pas un bon défenseur des droits de l'homme. Parce que prenons un exemple, un défenseur des droits de l'homme qui constate qu'il y a violation des droits de l'homme en termes peut-être de viol massif. Il y a eu un viol massif, tout ça. Vous venez vers l'autorité pour dire, voilà, il n'y a pas eu viol, au lieu de parler de viol, vous parlez d'autre chose. Là, vous n'êtes pas neutre. Parce qu'il faut avoir la précision, il faut réunir tous les éléments avant de pouvoir dénoncer les cas pour lesquels vous voulez que l'État intervienne pour remonter la situation. Donc voilà, donc la neutralité fait partie des devoirs ou des principes même, ou les guides d'un défenseur des droits de l'homme dans l'exercice régalien de sa profession de défenseur des droits de l'homme. Maître, vous pensez aussi que la discrétion fait partie des devoirs d'un défenseur des droits de l'homme? Quelqu'un, par exemple, qui a des informations relatives au viol de quelqu'un, est-il autorisé de les publier sur les réseaux, encore de les partager avec son conjoint, son ami et que sais-je encore? Là, il est strictement interdit. Un défenseur des droits de l'homme, dans les règles de protection, doit être discret parce qu'il s'agit d'une vie privée. La vie privée est d'abord protégée par le code pénal. C'est comme, même dans l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat est tenu à la discrétion. Parce que c'est que les confidences que vous avez reçues en tant qu'avocat par rapport à votre client, vous ne pouvez pas les publier. C'est ça ce que nous disons, c'est de même avec un défenseur des droits de l'homme qui reçoit des aveux, par exemple, qui reçoit certains éléments de la part de la victime de violation des droits de l'homme. Mais ça, c'est juste pour mener les plaidoyers auprès de l'État afin que la personne soit réhabilitée dans ses droits. Mais vous ne pouvez pas les divulguer. Vous ne pouvez pas publier ça. Vous n'avez pas droit à ça. Donc, ça fait partie de la discipline même et de l'éthique professionnelle des défenseurs des droits de l'homme. Donc, il doit être discret. Il doit garder les informations reçues dans l'exercice de sa fonction comme défenseur des droits de l'homme. Il doit être discret pour pouvoir mener cette action à bon port, c'est-à-dire mener le plaidoyer pour que la victime soit puisse recouvrer soit sa liberté, soit rétablie dans ses droits. Maître Jean-Luc Kalala, je suis très satisfait de vos réponses. Malheureusement, nous courons derrière les temps. Il était question pour nous de parler de devoirs et obligations, les devoirs des défenseurs des droits de l'homme et les obligations de l'État et de ses agents. Malheureusement, comme le temps nous est imparti, nous n'avons abordé que la première rubrique, celle qui engage les devoirs et responsabilités des défenseurs des droits de l'homme. Et je pense qu'à la prochaine émission, nous allons aborder les questions autour des responsabilités de l'État et de ses agents. Et je vous remercie d'avoir partagé ce plateau avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation de l'AUDF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, qui a accepté de construire ces grands plateaux pour partager les questions autour de défenseurs des droits de l'homme. Et merci beaucoup à tout le monde, nos auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent à la maison. Et nous sommes à la fin. Quel est votre mot de la fin, votre plaidoyer d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire en 30 secondes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout ce que nous voulons, c'est que les droits de l'homme, c'est vrai qu'il y a des résultats probants avec le régime actuel, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, parce qu'il y a encore des cas isolés de violations des droits de l'homme. Tout ce que nous demandons, c'est que l'État puisse faire des sommiers, afin que les droits de l'homme soient réellement réalisés pleinement en RDC. Parce que nous n'allons pas décoller, nous ne serons pas taxés
un pays ou émergent ou développé sans le respect total et absolu des droits de l'homme. Merci beaucoup. C'était Maître Jean-Luc Kalala, avocat et coordonnateur de l'ONG Action pour le développement et la promotion ADIDH. C'était votre défenseur des droits de l'homme, Olivier Ochoudi, le défenseur des opprimés, aux antennes de la RTCE par l'accord de l'AUDEF. Et nous vous disons merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés aujourd'hui. Restez branchés et suivez-nous chaque vendredi pour la rediffusion et chaque lundi pour la diffusion. Et nous remercions aussi Papa Roger Chita qui a daigné engager toute sa responsabilité et son temps à coordonner la technique d'aujourd'hui. Merci. Restez branchés.